Bonjour, bonjour les amis. Une petite introduction à cette vidéo que j'ai souhaitée. J'ai demandé à l'ami Daniel Arnaud, qui est déjà intervenu, qui était là au départ d'ailleurs du lancement de cette petite chaîne de réinformation, de venir nous expliquer, nous dire ce qui se passe en Russie. On a eu souvent Jacques Sapir qui nous a parlé de son économie et la situation est plutôt bonne pour la Russie, c'est la nôtre qui n'est pas terrible. On a eu Jean-Robert Raviot qui nous a parlé des institutions, du fonctionnement de la Russie, dans une perspective historique aussi. Et là, je demande à Daniel Arnaud de nous dire où en est l'opinion russe, où en est la population. C'est un Français qui vit en partie en Russie et par conséquent, son avis, son expérience est précieuse. Donc, nous allons parler de cela aujourd'hui. On va pas parler de la guerre mondiale. Il y a un conflit mondial en cours, c'est évident. Il y a des nouveaux théâtres qui s'ouvrent à peu près tous les jours. Alors pas nécessairement des affrontements militaires. Encore que, il y a l'Ukraine, il y a le Moyen-Orient avec Israël, il y a maintenant la Syrie, où il y a une opération qui a été organisée par les États-Unis, par l'Occident, organisée et soutenue aussi par Israël contre la Syrie pour essayer de faire tomber euh, Assad, le président syrien actuel, et mettre en difficulté à la fois le Hezbollah et l'Iran. Bon, on reviendra sur ces aspects. Il y a pas mal d'informations qui circulent, mais c'est très difficile de faire le tri, de savoir ce qui se passe réellement. La désinformation est toujours la même chez nous. Alors, je parlais des théâtres militaires. Mais il y a aussi les théâtres politiques, il y a la Géorgie, il y a la Roumanie. Alors ça, c'est assez joli. Il y a pour le poste de président, qui est un poste quasiment honorifique, hein, qui n'a pas de pouvoir exécutif important. Il y a un gars qui s'appelle Calin, c'est joli comme prénom, Georgescu, qui est arrivé en tête à 21 ou 22% des voix, c'est-à-dire c'est pas terrible. Après, au deuxième tour, il faut qu'il soit réélu. C'était prévu dimanche, mais l'Occident, l'Union européenne, von der Leyen trouvent que quand même, c'est pas normal que ce ne soit pas leur candidat qui est en tête et qui soit en passe d'être élu, comme la présidente française, diplomate française de la Géorgie, qui a vu son mandat s'achever et a dit ben non, comme je ne suis pas d'accord avec le résultat des élections législatives, ben je reste en poste. Voilà. Bon, c'est le foutoir. Donc, on va continuer à suivre ça en étant du mauvais côté de l'histoire, c'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir les bonnes informations et nous, on va continuer à supporter Emmanuel Macron. Bon, jusqu'à quand? Ça, je n'en sais rien. Petite info complémentaire sur le harcèlement juridique et judiciaire dont je fais l'objet. Donc, je vous avais expliqué que l'affaire était devant le Conseil de l'ordre, puisqu'il y a une réclamation contre moi avec l'annonce d'une plainte pénale pour apologie indirecte du terrorisme. Bon, tout ça, je vous en avais déjà parlé. Je suis assez surpris. J'ai fourni mes éléments, j'ai répondu au débat contradictoire. Alors des avocats, pas un mot, pas une réponse, même pas un accusé de réception de ce que j'ai envoyé. C'est même pas un minimum de courtoisie à laquelle j'ai peut-être droit après 52 ans de barreau. Ben non. Non, non, l'ordre des avocats considère que je suis quantité négligeable, pourquoi pas, hein, mais je ne vais pas accepter ce genre de situation et on va en reparler. Je vais revenir devant vous et là, je vous donnerai les éléments de fond parce que si le débat ne peut pas avoir lieu dans les enceintes pardon, prévues pour ça, eh ben, il va avoir lieu dans les médias. Voilà, enfin, les médias de réinformation, bien sûr. Bon, allez, à très bientôt. Bonne vidéo avec Daniel Arnaud. Bonjour, bonjour les amis. Alors, vous allez reconnaître Daniel Arnaud, qui est notre invité d'aujourd'hui.
et qui avait, il était là d'ailleurs au départ quand on bricolait, au départ de cette petite chaîne, il était venu nous donner un peu un éclairage russe de la façon dont ça se passait. Il est, vous vous en rappelez, ou ceux qui nous ont rejoints depuis, on va vous le dire, il est français, euh, Ah bon? aujourd'hui naturalisé russe. Ouais. Ah bon, et, très bien. Et il vit là-bas depuis très longtemps. Il a vécu aussi en Ukraine. Et donc, il a une très très bonne connaissance de la Russie. Alors pourquoi il est très occupé au plan professionnel aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je lui ai demandé de revenir? C'est parce que j'ai constaté une chose un peu étrange, ou pas d'ailleurs, c'est que dans le système de propagande occidentale, celui auquel nous sommes confrontés, puis pour nous c'est le système médiatique mainstream, oligarchique, il n'y a plus de témoins, entre guillemets, russes qui viennent dégoiser sur la Russie. Il n'y en a plus. Alors on a toujours à la poédie, totalement folle, on a Serge Girnov, l'ancien vaguemestre du KGB qui prétend qu'il était espion, deux, trois autres qui aujourd'hui sont totalement ridicules et que plus personne ne regarde. Il n'y a plus d'informations qui auraient été de la propagande sur ce qui se passe en Russie. Ce qui est très gênant quand même parce que on a le spectacle de ce monde qui change et on nous continue à nous déverser à la fois des mensonges, parfois des demi-vérités, et on ne sait pas la façon dont la société russe le perçoit. Voilà. Donc, mon cher Daniel, je, je compte sur toi pour nous éclairer, pour nous dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Ma première question, c'est la guerre dure depuis bientôt 3 ans. Elle a pris une tournure très différente de celle qu'elle avait au départ avec l'opération militaire spéciale. C'est une guerre de haute intensité qui est meurtrière. Je pense que les Russes aussi ont des pertes, même si elles sont sans commune mesure avec euh, les pertes ukrainiennes. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord, même en Occident, pour considérer que la Russie va au-devant d'une victoire. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, l'opinion russe, la population russe, ressent ce conflit qui dure? D'abord, en fait, le soutien, il n'a pas changé, quoi. Alors, c'est un souci, il y a un vrai soutien. Et si, comme on évoquait tout à l'heure, les bêtises qu'on peut entendre ici sur le soutien ou pas le soutien à Vladimir Poutine, je pense que il suffit. On a eu un grand sondage grandeur nature qui était les élections, et on a bien vu les résultats. Ok, que ce soit sur les votes dans le pays, les votes à l'étranger. Bon, Poutine a très très largement remporté. Souviens-toi, on avait fait quelque chose là-dessus avec Alexandre Latsa. On avait parlé avec lui dans une autre vidéo. Donc ça bouge pas. Et ce qui est peut-être plus intéressant, c'est les raisons pour lesquelles ça bouge pas et pour lesquelles ça ne bougera pas. C'est-à-dire à moins qu'il y ait une énorme erreur commise au niveau militaire ou par le pouvoir, dont je ne vois pas très bien la teneur, le pouvoir peut être à peu près assuré du soutien de la population. Euh, alors, ce qui est peut-être plus intéressant, parce que ça révèle un peu un aspect miroir, c'est j'ai envie de dire curieusement, parce que pour moi c'est curieux et c'est non fondé, mais l'élection de Trump a amené des espoirs. Alors c'est révélateur de quoi? Ben, c'est d'abord que finalement, en général, la population russe n'est pas extrémiste. C'est-à-dire que, bon, finalement, les buts de guerre relativement mesurés qui ont été énoncés depuis le début ben, conviennent. Il y a pas de... Même si il y a une partie de la plus grosse critique que j'entends aujourd'hui, c'est pourquoi on n'y va pas plus fort, plus vite pour que ça se termine. Tu vois, pourquoi on n'en termine pas plus vite? Bon. Euh, et donc, dans ce contexte, en effet, bah, c'est une élection, c'est bah, peut-être que ça va changer quelque chose, ce qui révèle quand même qu'il y a une méconnaissance
des mécanismes de pouvoir au sein de l'appareil d'État américain et un peu une confusion sur le fait que ben, si ça n'a pas changé de président en président, comme le disait très bien Vladimir Poutine dans une interview qui était c'était en 2017, je crois, au Figaro. Il disait oui, j'ai j'ai connu trois présidents, ils ont des bonnes idées, on se met d'accord, et puis après il y a des hommes en noir qui arrivent derrière, et le lendemain ils ont changé d'idée, quoi. Bon. Donc, ce fait qu'il y a une forme de ce qu'on appelle, un peu en simplifiant, de manière caricaturale, un état profond, c'est quand même connu, mais finalement peut-être pas assez, quoi. C'est-à-dire, en fait, il y a quand même le fait, un peu de la même manière que de notre côté, il y a une ignorance sur les mécanismes des décisions russes. C'est-à-dire qu'on voit Poutine dit et tout le monde fait, et il n'y a pas de collégialité, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de chambre, il n'y a rien. Alors, il y a juste le pouvoir d'un homme seul, ce qui est évidemment faux. Et en fait, on constate un peu le même type de confusion ou d'ignorance du public général. Je ne parle pas de ceux, évidemment, qui étudient même dont le métier est d'étudier les relations internationales ou les systèmes politiques étrangers, mais au sein de la population habituelle, normale, enfin les gens qui vaquent à leurs occupations, qui suivent les choses d'un œil, il y a une ignorance symétrique des mécanismes internes de pouvoir en Occident et en Russie. Euh, donc, je pense qu'il va y avoir une déception, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, ça ne change rien. Alors peut-être, ça, ce serait intéressant de suivre, peut-être que ça va éclairer le public russe sur le fait que les choses ne sont pas si simples et que, enfin, voir le président des États-Unis comme l'homme le plus puissant et celui qui, un peu en quelque sorte, à un moment donné, a le pouvoir de dire, bah non, on va faire comme ça, même s'il y a des discussions, même s'il y a... en fait, non, les choses ne se passent pas comme ça aux États-Unis, aujourd'hui, dans l'état des choses aux États-Unis. Quand tu dis l'homme le plus puissant des États-Unis, Oui, des États-Unis, oui, c'est ça, oui. voilà. Je vais dire, c'est presque Oui, pareil en France, mais bon, oui, c'est mais non, bon, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une survalorisation de la puissance du président sur les institutions américaines, un peu de la même manière on survalorise la puissance de Vladimir Poutine sur les institutions en Russie, où on estime que toutes les décisions sont prises par un homme seul, ce qui est, ça ne peut pas être plus faux. Voilà. Euh, donc ça, c'est, je dirais, un peu le premier un peu état des lieux sur l'opinion publique. Alors, ensuite, il y j'ai une a... question, excuse-moi, je t'interromps, j'ai une question justement à ce sujet. Euh, Est-ce que l'opinion publique, c'est pas un ensemble totalement homogène? Il y a des segmentations sociales, la Russie a une sociologie. J'ai cru comprendre qu'elle est confrontée à ce qui constitue un phénomène mondial. D'ailleurs, c'est assez intéressant lorsqu'on détaille le résultat des élections américaines, c'est que les grandes villes sont restés fidèles au Parti démocrate, alors que l'Amérique périphérique, mais c'est pas le bon terme parce qu'elle est quand même très nombreuse, a choisi le Parti républicain et surtout a choisi Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'affrontement un peu entre guillemets progressiste, je ne considère pas que ce soit un progrès, et populiste. On le connaît chez nous. Il suffit de voir, nos grandes villes sont entre les mains du groupuscule vert. D'après ce que j'avais compris, c'était la même chose euh, comparaison n'étant pas raison, la même chose en Russie, avec cette particularité, c'est que le pouvoir de Vladimir Poutine s'appuie sur la Russie profonde et c'est ce que Jean-Robert Raviot nous avait dit. Les villes restent, bien que le soutenant aujourd'hui, restent disponibles pour une forme d'occidentalisme. Ah oui, c'est vrai, je me souviens, dans 6 mois après le début du conflit en Ukraine, je parlais à des gens qui faisaient de l'aide pour les régions du Donbass et pour Belgorod, etc. Donc, ils faisaient, voilà, qui s'occupaient d'amener. Et
pour les populations civiles et pour les militaires, d'amener ce qui pouvait manquer, ce qui pouvait être difficile de se procurer sur le terrain, etc. Et qui me disait, en fait, finalement, Moscou et Saint-Pétersbourg sont les villes les plus froides, les moins, qui donnent le moins, qui aident le moins. Alors que quand on va, mais pas forcément, hein, donc pas forcément dans les campagnes, genre dans les villes même, dans les villes de plus petite taille dans le reste de la Russie, on avait un soutien beaucoup plus important, ils avaient beaucoup plus de gens qui donnaient, beaucoup plus de gens qui participaient, en proportion, j'entends, qu'ils n'avaient sur Saint-Pétersbourg et sur Moscou. Ce qui ne veut pas dire que les gens participaient sur Moscou et sur Saint-Pétersbourg, mais qu'il y a une portion de la population, une plus grande portion de la population qui, en effet, se sent, enfin, ce qu'on appelle en Russie les libéraux. Des gens qui quelque part, euh, on va dire, je dirais de manière un peu ironique ou sarcastique, je ne sais pas, croient à la légende de la démocratie européenne. Mais là aussi, alors, il y a une chose peut-être, alors j'oublie son nom, c'est très dommage, j'ai plus son nom en tête. Quelqu'un qui donne aussi qui participe aussi, enfin, qui a son canal, je crois, et qui est une enseignante à l'université de Moscou. Et je suis désolé pour les imprécisions, parce que Béché Goklovo, je crois, ou c'est ce ouais, pronom. voilà, c'est quelque chose comme ça, oui, oui. Ça doit être, merci, oui, ça doit être elle. Et en fait, relatait cette chose extrêmement intéressante, c'est que dans la vision du conflit, euh, au final, la vision des jeunes était beaucoup plus réaliste que celle des générations bon, en gros, ces étudiants avaient une vision géopolitique qui était beaucoup plus juste que ses collègues. Et alors bon, ça vient d'un aspect intéressant et assez unique de la sociologie russe post-soviétique, c'est que les gens qui ont 50 ans, 60 ans, qui ont vécu une partie significative de leur vie dans l'Union soviétique mourante, et donc qui ont le souvenir d'un système qui était complètement déconnant, qui ne marchait plus du tout, et qui ont vécu cette transition où finalement l'Occident était le Graal, l'Occident allait les aider aussi, bon, ce qui n'est jamais arrivé, ils sont un peu restés sur ces schémas de pensée. Et donc, pour eux, eux sont beaucoup plus. S'il y a une vraie opposition à la guerre, d'entendre des gens qui disent ouais, on est complètement isolés, nos seuls alliés, c'est la Corée et la Chine, qui sont des dictateurs. Enfin, ce discours, effectivement, ce discours qui est le discours de nos médias, on va l'entendre si on l'entend, c'est assez rare, hein, évidemment, mais si on l'entend, c'est dans ces générations-là qu'on l'entend. Des gens qui ont vécu la fin de l'Union soviétique, qui ont cru au système Yeltsin, etc., etc. Tu vois. Donc eux, ils ont gardé une empreinte profonde de ce moment de transition qu'ils ont vécu dans leurs jeunes années. Hein. C'est des choses, ils avaient 20 ans, ils avaient 20, 30 ans, et on peut comprendre que ça les a marqués très, très profondément, et qu'ils ont gardé de cette époque-là une défiance vis-à-vis de l'État russe. Pour eux, l'État russe ment, l'État russe. Par contre, quand on descend dans les générations, ça c'est intéressant. On va avoir des gens qui s'informent, voilà, des gens qui vont dire oui, moi j'ai lu Brzezinski, machin, etc. Enfin, dans les universités, j'entends. Et donc, bon, moi je suis assez déconnecté de ce milieu, mais pour ça c'est très très intéressant ce qu'elle dit. C'est que on a cette dichotomie au niveau entre les générations. Mais justement, est-ce que, on parle d'opinion publique là, de ce qui se passe en Russie, c'est un pays très éduqué, de grande culture. Alors naturellement, sur LCI, on prétend que ce sont des moujiks qui se battent avec des pelles. Plus que stupide. Mais c'est un pays qui a un niveau éducatif dont, je veux dire, non seulement ils n'ont pas à rougir, mais nous, on devrait rougir de la différence. Euh, Est-ce que il n'y a pas eu dans le fonctionnement de cette opinion par l'information, moi je l'ai ressenti, hein, je l'ai ressenti qu'entre le début où il y avait eu un peu de flottement, on a parlé de ces gens qui étaient partis, bon, donc il paraît que beaucoup sont revenus, mais il y avait, comment dire, une espèce de disponibilité pour le débat. J'ai le sentiment que ça a changé, qu'il y a eu un raidissement.
mais peut-être parce que je suis loin ou parce que je vois ça de façon pratiquement indirecte, c'est que aujourd'hui il y a eu un peu un raidissement qui fait que il est difficile d'afficher ouvertement des opinions opposées à ce qui se passe en ce moment et à cette guerre. Alors, attends, il y a deux choses là. Il y a d'abord le fait que la parole qui était très très libre avant le conflit, il y a certainement eu un tour de vis sur, en particulier sur ce que l'on peut dire sur les militaires, etc. D'accord? Donc ça, il y a eu un tour de vis. Je pense que les choses restent cependant plus libres que chez nous, mais c'est pas aussi bien qu'avant, c'est certain. Ensuite, le raidissement, il a eu lieu dans l'opinion. C'est-à-dire que, tu vois, tu peux pas. Je veux dire, les Russes ont entendu tout ce que nos dirigeants ont dit. Donc, je veux dire, c'est inévitablement. Si tu veux, au début, il y avait beaucoup de gens qui disaient, mais j'avais pas suivi toute l'historique très attentivement. Il y a beaucoup de gens qui disaient, mais quand même, c'est embêtant parce que c'est nous les agresseurs. On est quand même les agresseurs là-dedans, même si, voilà. Alors, il y avait beaucoup de gens qui disaient, oui, on est les hommes, en fait, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas y échapper. C'est-à-dire que c'était le fait de ne pas réagir aurait été encore plus grave. Et puis, au fur et à mesure que le soutien à l'Ukraine de l'Occident devenait de plus en plus ferme, de plus en plus appuyé, ben, les gens se sont posés des questions, les médias ont répondu à ces questions, et petit à petit, ben, s'est imposé l'idée que c'était pas l'Ukraine l'enjeu, c'était que l'enjeu c'était l'OTAN. C'était l'OTAN qui faisait la guerre à la Russie. À partir de ce moment-là, euh, si tu veux, c'est progressif, puis à un moment donné, l'idée devient vraiment complètement claire. C'est-à-dire que n'importe qui à qui tu t'adresses, c'est oui, non, mais c'est clair que c'est pas l'Ukraine. Non, c'est mais non. Au début, j'étais, oui, vous savez, les gars, c'est pas, en fait, c'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN. Ah oui, voilà. Et puis, bah, aujourd'hui, si je dis, ouais, mais c'est une guerre en fait, c'est l'OTAN qui est en guerre contre. Enfin, je enfonce une porte ouverte, tu vois, tout le monde le sait. Bon. Évidemment, dans ce contexte, à ce moment-là, bah, je veux dire, c'est plus la pauvre petite Ukraine qui est attaquée par le monstre russe, si tu veux. C'est d'un coup, bah, en fait, c'est une guerre de proxy. Et en fait, derrière le proxy, il y a l'appareil militaire états-unien et otanien. Donc là, ça change complètement l'échelle. Et en outre, ben, ça rajoute un élément de fierté, c'est-à-dire qu'on est capable de résister à tout cet appareil-là. Et du coup, ben, le fait est que les gens ont moins de critiques. Ensuite, il y avait un moment donné qui a été très critique, qui a été très critiqué, c'est la mobilisation partielle, parce qu'au début, il y a énormément d'erreurs de fait. Bon, donc, ça a été un peu la pagaille. Et je dois dire qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire que les blogueurs, les reporters de guerre, etc., se sont chargés de remonter les informations des dysfonctionnements vers les échelons les plus élevés. Donc il y a vraiment une réaction de la population là-dessus, et qui a fait que finalement les erreurs ont été corrigées assez rapidement. Et ce qui montre aussi que par rapport aux années 90, il y a une forme de citoyenneté active qui s'est développée en Russie. Alors, qu'on ne voyait pas vraiment, mais qui d'un coup est apparu. Là. Est apparu à la fois dans les gens qui envoyaient du soutien, en particulier aux gens qui étaient sous les bombes à Belgorod, et dans le fait qu'il il y a eu tout un mouvement de reporting, si tu veux, des dysfonctionnements vers les niveaux de hiérarchie les plus hauts, propres en fait, à traiter la chose et en fait, à souffler dans les bronches des gens qui ne faisaient pas bien leur boulot pour que, de nouveau, cette mobilisation partielle se passe dans des conditions acceptables. Ce qui explique aussi qu'il y a des gens qui sont partis aussi à cause de ça, parce que ça semblait vraiment... il y avait des erreurs énormes qui étaient faites, quoi. Des gens qui n'auraient jamais dû être appelés quelque part. Alors, à ce sujet, c'est effectivement intéressant parce que cette dimension militaire, puis après je viendrai sur un autre terrain, c'est que la Russie fait son opération militaire spéciale, négocie,
Boris Johnson vient dire non, 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 aux Ukrainiens, vous allez vous faire massacrer, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, avec les conséquences qu'on connaît. Et donc, le basculement dans une guerre de haute intensité, aussi longue, c'est une nouveauté. Enfin, c'était pas ce qui était prévu au départ. C'est-à-dire que la Russie, finalement, est rentrée progressivement dans ce qu'est ce conflit aujourd'hui. La Russie, euh, dans un environnement où elle n'est pas isolée, avec une forme d'alliance avec la Chine, avec la Corée du Nord, mais ça c'est plus anecdotique, et avec les BRICS, avec le Sud global qui, soyons clairs, la soutient. Elle est rentrée progressivement dans une guerre et c'est elle qui tient le front. Et on voit bien avec ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, la façon dont euh, l'Occident ouvre dans le cadre du conflit global, ouvre de nouveaux fronts, avec ce qui se passe en Géorgie, avec la tentative de révolution de couleur. Donc, il a fallu rentrer dans cet affrontement qui prend là toute sa dimension mondiale. Pour faire la guerre, une guerre de cette nature, c'est pas avec les généraux du temps de paix. Ça, c'est classique. C'est classique. J'ai publié un article sous la signature de quelqu'un qui signe Aurélien, qui explique bien ça, mais il suffit de prendre la référence de août et septembre 1914, quand 169 généraux ont été relevés de leur commandement par Joffre et envoyés à Limoges, d'où le terme limogé. Mhm. C'est un peu ce qui... Moi, j'ai un peu l'impression, je sais pas ce que tu en penses, que c'est un peu ce qui s'est passé aussi, parce que, bon, changement du ministre de la Défense, avec Belouzov maintenant, qui est quelqu'un d'adapté, semble-t-il, à la période. Il y a eu des généraux. Popov, qui est en prison, je crois qu'il était vice-ministre de la Défense. Il y a eu de la purge. Surovikin, qui avait, semble-t-il, bien travaillé avec l'installation de sa ligne et le fait d'encaisser la contre-offensive ukrainienne, il a été envoyé en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a eu une purge, semble-t-il. Quelle est ton impression là-dessus? Alors, oui, alors moi, j'ai pas extrêmement bien suivi ça, mais alors, ce qui est certain, c'est que les gens comme Shoigu, etc., même si les choses n'ont pas été dites les plus clairement, vraisemblablement, on a étouffé des scandales de corruption en faisant, hein, en le virant plutôt que en faisant agir la justice. Je crois qu'il y a eu, il y a eu des aspects, il y a eu certains aspects de ce genre dans l'évincement d'un certain nombre de têtes qui sont effectivement, qui ont, entre guillemets, roulé, de gens qui ont été limogés. Euh, le cas de Surovikin est un peu plus compliqué. Bon, mais, donc je ne vais pas me prononcer dessus parce que j'ai peur de dire des bêtises. Mais euh, je pense que je crois que surtout, entre le. Bon, il y avait. C'était pas vraiment une armée. Je dirais que l'armée de Russie qui intervient sur le territoire ukrainien, c'est pas quand même une armée de paix. C'est-à-dire il y a eu la Syrie, il y a eu la Tchétchénie, là, d'accord? Donc c'est pas du tout, on peut pas du tout comparer ça à nos armées à nous. Je veux dire, qui interviennent sur des théâtres extrêmement restreints pour faire presque du maintien de l'ordre en Afrique, etc. Alors là, c'est quand même bon, des gens qui ont quand même eu affaire à des conflits relativement importants et durs. Et également des conflits qui impliquaient, je dirais, qui étaient existentiels pour la Russie, et je pense ici à la Tchétchénie. Parce que, en fait, une défaite en Tchétchénie, ça aurait été le délitement de l'État. Ça aurait été, je dirais, un peu, à l'époque de Yeltsin, le dernier clou dans le cercueil, quoi. Tu vois. Alors bon. Donc, donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une armée de paix. Par contre, ce n'était probablement pas une armée qui était prêt à passer à cette nouvelle échelle de conflit. Voilà. Donc, on sort qu'il y en a eu, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Tu vois. Mais on a quand même eu, puis, au plus haut niveau, c'est vrai que pour je veux dire, la coordination du monde militaire et industriel, bon, ben, je pense que c'est pour ça que Belousov est là où il est aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui est capable de faire ça.
Donc, et également, comme je l'avais évoqué déjà avec toi, le fait que c'est quelqu'un qui va savoir aussi transformer les nouvelles technologies militaires en technologies civiles. Sur le modèle américain d'ailleurs, c'est ce que les Américains font tout le temps. Je veux dire, on oublie trop souvent que Internet, c'était une arme au départ. D'accord. C'est une technologie Mais militaire et qui a été très très bien transformée et entre guillemets. il n'y a pas que, oui, je t'interromps, il n'y a pas que les Américains ou les Russes, parce que la Première Guerre mondiale a fait faire des bons à la technologie civile, à commencer par l'aviation. Hein. Donc, Non, mais bon, et dans ne parlons pas, ne parlons pas de la seconde. Alors, justement, indéniablement, là-dessus, vas-y, excuse-moi, vas-y, poursuis. indéniablement, les États-Unis sont ceux qui ont le mieux réussi le transfert également dans tout ce qui va concerner le montage des financements, etc., qui fait qu'à un moment donné, la Silicon Valley éclot et que d'un coup, ça devient finalement qu'il transforme quasiment le monde en une colonie numérique. Donc là, il y a vraiment là, il y a un vrai savoir-faire. Si tu veux. Ils ont surclassé tout le monde dans cette approche-là, indéniablement. Le résultat est là. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un sujet pour l'Europe, mais c'est pas un sujet de conversation, mais les seuls concurrents aux GAFAM, ils sont chinois et russes. Hein. Tant que je sache, j'en connais pas ailleurs. Bon, donc, s'il y en a, il faut mieux le dire, mais ils sont essentiellement, enfin en tout cas, l'Europe ne brille pas par ce type d'entreprise. Quoi. Euh, donc il y a vraiment, ils ont su faire quelque chose et je pense que c'est un modèle qui, à mon avis, doit être en cours d'adaptation en Russie. Alors, si je comprends bien ce que tu viens de nous dire sur la dimension guerre de haute intensité, affrontement contre l'OTAN, nécessaire mobilisation pour l'armée, pour la Russie militaire, c'est le fruit à la fois d'une prise de conscience de l'opinion publique et un peu euh, d'une orientation de l'information et de la communication sur ces questions, parce que j'ai vu quand même passer que si je veux dire, manquait de respect aux militaires, si on prenait certaines positions, on risquait de prendre cher. Hein. Donc, Ouais, sur le plan pénal, il y a eu une reprise en main de cette. Alors, il y a un deuxième terrain, toujours puisqu'on parle de l'opinion publique. Je voudrais savoir comment elle réagit, parce que il m'a semblé que le pouvoir mettait un peu le paquet sur toute une orientation, c'est pas un bon terme, mais ça va parler, anti-woke. C'est-à-dire qu'il y a eu un des derniers en date, interdiction de la propagande antinataliste, par exemple, interdiction de la propagande homosexuelle, etc., etc. Donc, et la présentation un petit peu de l'Occident comme décadent en ce qui concerne les valeurs, la religion, la famille. Euh, Ça, c'est perçu comment par l'opinion publique? bah, je veux dire, ça, en fait, je dirais, c'est en accord avec l'opinion publique. Alors, c'est pour ça, enfin, c'est d'ailleurs assez amusant parce que, et assez curieux parce que, enfin, curieux, non, ça peut s'expliquer, mais euh, quelque part, on a envie de dire, bah, c'est pas vraiment la peine, puisqu'en fait, au final, l'opinion publique n'est pas du tout prête à accepter ça. Alors, il y a peut-être quand même une inquiétude vis-à-vis de l'efficacité des différentes ONG qui circulent à travers le monde pour très très bien financer pour un peu diffuser, propager l'agenda occidental. Donc ces lois-là permettent de les rendre inopérantes. Ça, ça peut être une des raisons. Je doute beaucoup qu'elles aient pu avoir une efficacité quelconque, je veux dire, voilà, convaincre la Russie sur le mariage homosexuel, ça me paraît aujourd'hui complètement illusoire. Enfin, il faut vraiment être complètement dans la délusion pour imaginer une chose pareille. Ça, c'est absolument certain. Euh, Mais Par contre, ça peut être. alors, j'ai une question un peu plus précise sur la communication, parce que l'Occident donne parfois des images assez ridicules.
Je pense je sais plus comment ça s'appelait, DIE, je crois, de l'armée américaine, qui disait notre succès militaire va dépendre de la diversité, de l'inclusion et le troisième, Ouais, 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 je sais plus ce que c'est, grotesque avec des amiraux transgenres qui prennent enfin accèdent aux responsabilités, etc. Donc est-ce que le système médiatique s'en occupe de ça, enfin s'en sert, pardon, s'en sert pour montrer le spectacle qui est parfois, je veux dire, il n'y a pas que le système médiatique. grotesque, quoi. Quand les séances de queer, je crois que c'est comme ça qu'on dit, dans les écoles, je veux dire, déjà chez nous, moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Mais j'imagine à l'étranger, alors bien évidemment, hein, les pays musulmans, n'en parlons pas, mais en Russie, est-ce que c'est utilisé? C'est ça que je voulais dire. Bien entendu, bien entendu. Et c'est utilisé, et ce serait juste étrange et bizarre que ce ne soit pas utilisé. Puisque, bon, à partir de moment, nous, ça fait 20 ans qu'on se positionne comme ennemi de la Russie. Donc, à un moment donné, il ne faut pas faut pas être tellement. Et qu'en plus, on envoie une propagande vers la Russie extrêmement négative d'elle-même. D'accord? Parce qu'en fait, je veux dire que faut jamais oublier que la propagande euh, russophobe, très négative sur la Russie qu'on diffuse ici, elle a aussi un rôle de retour vers la Russie. Parce qu'évidemment, les gens s'informent, les gens gèrent aujourd'hui quand même, il y a beaucoup de Russes qui parlent des langues étrangères, et donc ils vont regarder les médias européens et américains. Et donc les mensonges qui sont dits ne sont pas uniquement à usage interne pour nous, c'est aussi à usage externe, en particulier vers les pays qu'on a envie d'agresser. Bah, aujourd'hui, finalement, la Russie nous renvoie la monnaie de notre pièce. C'est-à-dire que, bon, d'abord, elle utilise tout ce genre de bizarreries woke dans sa communication interne, mais également externe. Et c'est précisément le visa, le nouveau visa pour communauté de valeurs, en quelque sorte, pour les gens le visa des valeurs traditionnelles, Ah où oui, les c'est gens vrai, oui, il y avait ça, bon, l'asile politique. Oui. bon, ben ça, c'est typiquement de la communication externe, si tu veux. Et apparemment, ça marche, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent. Hein. Donc, euh, c'est Oui. assez, ça n'est pas inefficace. Hein. Bon, contrairement à peut-être ce qu'on se dit ici. Non, non, il y a des gens qui sont intéressés, qui se renseignent, qui sautent le pas, etc., etc. Donc, il y a, voilà. Donc, bon, les Russes n'ont jamais été très bons en communication, mais ils apprennent et ils commencent à l'utiliser. Tu vois. En plus de ça, alors vraiment sur les trucs, là, effectivement, je me souviens, l'amiral France chauve en talons, etc. Enfin bon, je me souviens de cette histoire-là. Bon, mais ça, c'est pas seulement les médias, c'est que ça fait le tour d'Internet immédiatement. La russosphère s'en empare tout de suite, en fait des mèmes, etc. On rigole. Bon, je veux dire, tu vois, c'est tellement caricatural et tellement grotesque que évidemment que ça devient tout de suite viral, ce genre de choses. Mais, et en plus, c'est revendiqué par l'Occident. C'est revendiqué. Je vais faire une petite. On est en train de parler militaire et je vais te reposer une question à ce sujet. On est, comment dire, euh, donc la Russie est en guerre contre l'OTAN. Euh, un des patrons militaires de l'OTAN, c'est Rob Bauer, hein, qui est un militaire qui vient de faire toute une série de déclarations absurdes. Euh, Disant que l'OTAN avait 500 000 hommes à envoyer immédiatement sur le territoire ukrainien. Et alors, on m'a expliqué que Rob Bauer a été pris, alors que chacun sait qu'il est complètement nul, il a été pris parce qu'il cochait trois cases essentielles. Il est homosexuel, ton droit le plus strict, mais je veux dire, ça a été un critère de choix. Deuxièmement, il est franc-maçon. Troisièmement, il est socialiste. Voilà, les trois critères qui ont présidé au choix de quelqu'un qui, paraît-il, sur le plan militaire, une nullité. En tout cas, il en a fait la démonstration dans sa communication.
Donc, alors, j'ai quand même une question concernant l'opinion publique, justement sur l'aspect militaire. Est-ce que, parce que quand on en avait parlé, Daniel, il y a 1 an et demi ou 2 ans, l'homme de la rue russe n'avait pas le sentiment d'être dans un pays en guerre. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec le fait que ça dure, qu'il y ait de plus en plus de ressources qui soient affectées? Il y a toujours un flux de volontaires assez important. Euh, Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a l'impression, le sentiment d'être dans un pays en guerre ou non? Bah, quand on est loin du front, non, d'autant que, encore une fois, quoi, l'économie n'a jamais mieux marché. On Et que va, alors, attends, on va en parler. C'est un des thèmes. Donc, mais voilà, il y a pas une tension liée au fait de. Alors, c'est vrai qu'on est, en Russie continentale, on est loin du front, hein. Euh, mais il n'y a pas de sentiment avec des échos, des familles qui sont touchées parce qu'il y a des pertes quand même, hein. oui, Euh, oui, alors oui, c'est ça la chose qui est effectivement assez. Si tu veux, je crois que c'est vraiment là, on faut toucher un sujet qui est plus profond, qui est en fait la cohérence de la société russe et son lien avec les organes de pouvoir qui la représentent aujourd'hui et qui la gouvernent. Et ce qui fait que les pertes qui sont, enfin, par proportion de la population, et je ne veux pas les minimiser, parce que bon, après, je veux dire, bon, il y a les pertes, il y a l'aspect statistique, et puis il y a l'aspect personnel humain de chaque famille qui perd un être cher, hein. Donc, je veux dire, il faut vraiment aborder le sujet avec beaucoup, beaucoup de prudence et beaucoup de délicatesse. Mais le fait est que, dans la mesure où euh, les Russes sont convaincus, et à juste titre, de mon point de vue, qu'ils sont dans un combat existentiel, les pertes sont relativement à bien accepter, puisque, voilà, entre guillemets, on ne meurt pas pour rien. Et ce qui fait aussi que le mouvement des volontaires euh, continue, que les gens se portent volontaires. Bon, d'une part parce que c'est vrai qu'il y a un aspect financier, c'est vrai qu'ils sont bien payés, mais également, euh, si jamais ils sont blessés ou handicapés ou qu'ils meurent, euh, ils savent pourquoi. Tu vois. C'est pas, ça n'est pas, enfin, comme on le dit très souvent de l'armée ukrainienne, qui se bat aujourd'hui pour des intérêts étrangers. Là, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est ce qui fait que, euh, malgré le fait que certainement, dans les calculs du tout début de l'opération, il n'y avait certainement pas le niveau de perte auquel on est aujourd'hui, puisque c'était prévu pour être finalement quelque chose d'extrêmement rapide et qui a failli être extrêmement rapide sur l'intervention de Boris Johnson, enfin, et de l'Occident en fait, dont était le porte-parole. Euh, on a donc un niveau de perte qui était évidemment supérieur. Mais malgré tout, euh, il y a euh, bon, c'est bien accepté. Et également parce que, voilà, parce que aujourd'hui, le pays fonctionne bien. Il y a d'abord, si tu veux, le fait que, alors, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, et on peut l'aborder ou pas, mais qu'il il y a une véritable, enfin, ce qui frappe aujourd'hui entre justement la société occidentale euh, et la Russie, c'est que la Russie est une société aujourd'hui qui est cohérente. Je veux dire, les gens se réconcilient avec leur histoire, ils ont repris racine dans cette histoire longue et heurtée. Tu vois. Ils savent d'où ils viennent. Ils ont retrouvé une fierté de leur culture, etc. Tu vois, ce qui n'était pas le cas dans les années 90. Et donc tout ça fait que il y a aussi une forme de confiance vis-à-vis qui n'est pas totale, qui n'est pas absolue. Il y a des critiques, etc. Heureusement, mais une forme de confiance dans qui sont les prises de décision au plus haut niveau de l'État. Au niveau intermédiaire, ça peut être autre chose, mais plus haut niveau de l'État, il y a une confiance dans les décisions qui sont prises. Euh, le fait que finalement les gens se rappellent de ce qui avait été dit dans les années passées par Poutine et de voir qu'en fait c'est vraiment ce qui a été fait, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une vraie, il y a un vrai, il y a une vraie cohérence entre le discours et les actions et les résultats. Donc fait que bon, au final ça marche bien.
mais aussi Non, parce que ça marche très bien au niveau économique. alors, ne t'inquiète pas, on va parler de l'économie, mais justement, à partir de ce que tu viens de dire là, sur finalement la force de l'identité russe, parce que c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit, tu viens très bien de le décrire, euh, et c'est d'autant plus important que la russophobie occidentale se nourrit aussi d'une vision totalement fausse de la Russie. Quand je vois les pires dans ce domaine sont les Britanniques. Et quand on lit leurs journaux, on retrouve les termes du milieu du 19e siècle au moment de la guerre de Crimée. C'est impressionnant. De bêtises, de niaiseries comment dire, de brutalité. Enfin, c'est extraordinaire. Chez nous, c'est un peu pareil. Quand à la poédie vient dire les Russes sont des cafards, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle est issue de ce monde-là, du monde slave, mais elle a adopté une niche qui lui permet, je pense, de vivre. Euh, et donc, il y a une perception et une présentation par nos médias des Russes qui est catastrophique. On remonte au 19e siècle et au servage. Ce sont des moujiks. Alors, fort heureusement, moi, je suis très attentif à ça. Je vais beaucoup sur les réseaux, je regarde les réactions des uns, des autres. Je regarde comment on me soutient quand je suis amené à prendre ces positions-là. Je pense que c'est plus contradictoire que certains peuvent l'imaginer. Alors, quand on fait des études d'opinion, il y a une prévention. Alors, vis-à-vis de Poutine, ça c'est clair, parce qu'on le présente comme un vampire. Il y a également le fait que ce sont les Russes qui sont rentrés en Ukraine. Alors, pour expliquer, il y a tout un raisonnement à faire. Spontanément, c'est eux qui ont déclenché la guerre et qui ont envahi un pays voisin. Donc, les chiffres aujourd'hui, alors les Français ne veulent pas aller y faire la guerre, ils veulent qu'on l'arrête. Mais quand on regarde la sympathie, il y a, je vais dire, un bon tiers renforcé des Français qui sont favorables à la Russie. J'utilise ce terme. Alors, cette identité homogène que tu nous as expliqué m'amène à poser la question. L'Ukraine, et par conséquent l'OTAN, a lancé une offensive sur Koursk d'une certaine ampleur. Ils sont donc aujourd'hui toujours sur le territoire de la Russie. Je ne sais pas ce que la Russie veut faire. S'ils veulent pas les garder pour l'instant, parce que je pense qu'ils auraient les moyens de les balayer, mais ils le font pas. Mais comment ça a été vécu ça? Parce que ça, il y avait une différence. C'est-à-dire que pour la première fois depuis 1945, on entrait sur le territoire russe. Alors, je sais une des hypothèses sur la motivation de cette opération, c'était de mettre en difficulté le pouvoir et Poutine. Bah, le résultat, c'est qu'en fait, au moment où la nouvelle est tombée, eh bien, dans les quelques jours, on a observé une accélération du nombre de volontaires. Tu vois, donc, voilà, donc ça, tu vois, c'est la réponse par les faits. D'accord? Voilà comment la société a réagi. Elle a réagi en disant, bah, s'ils sont sur notre territoire, alors là, maintenant, il faut qu'on y aille. Et là encore, je veux dire, je veux dire, ça s'explique à partir du moment où on regarde finalement euh, le fonctionnement aujourd'hui régénéré de la société russe. Il y a le- une forme de lien organique de la Russie avec le pouvoir qui la représente. Et quand ce lien fonctionne, à ce moment-là, le pays fonctionne. Ça veut pas dire une adhésion aveugle, hein, c'est pas ça que ça veut dire. Non. C'est plus subtil. Mais à un moment donné, il se forme, il se forme un vrai lien entre la population et les ou le dirigeant, ça peut dépendre. Et aujourd'hui, ce lien existe. Il existe pour moi parce que l'État a réussi en fait quelque part à réconcilier les différentes phases de l'histoire. Donc ça, c'est quand même extrêmement compliqué.
il y a des oppositions. On entend des gens qui s'engueulent, hein, genre, certains qui regrettent l'Empire, certains qui regrettent l'Union soviétique, tu vois, certains qui regrettent les années 90, hein, l'époque Yeltsin, on peut faire du business, machin, etc. Donc, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a, bon, c'est extrêmement rare. Et finalement, il y avait petit à petit, probablement par l'enseignement d'histoire, également des actions symboliques, c'est-à-dire qu'on tu vois, on va mettre l'accent sur les accomplissements de l'Union soviétique, en particulier la victoire, mais on va aussi inaugurer des monuments aux martyrs, aux nouveaux martyrs russes, aux victimes des répressions. Tu vois, donc en fait, le- toutes les composantes historiques sont prises en compte et célébrées. Jusqu'au moment où récemment, il y a eu ce monument qui est fait de trois, à Saint-Pétersbourg, qui est fait de trois grands, énormes drapeaux, un drapeau de l'Empire, un drapeau de l'Union soviétique et le drapeau de la Fédération de Russie. Et donc ça, en fait, sur le fait d'avoir réenraciné finalement la population dans son histoire et dans le temps long, je pense que ça s'est fait progressivement, lentement. Je ne sais même pas si ça s'est fait selon un plan concerté. Il y a des choses, la célébration, le régiment immortel, en fait, ce sont des initiatives de la population qui sont reprises par l'État derrière. Tu vois. Donc, je ne sais pas s'il y avait un plan au départ pour faire ça. Il y avait beaucoup de réflexions autour du sujet, quand même. Il y a énormément de réflexions, l'idée nationale, etc., etc. Mais comme on a l'impression d'un puzzle d'initiative, je ne saurais pas te dire, je saurais pas te dire, mais le résultat est là en tout cas. Et c'est ce qui m'a expliqué à la fois la solidité de l'opinion publique russe aujourd'hui, le fait qu'elle ne mollit pas, le fait que, alors bon, alors après, il y a aussi des éléments qui résonnent dans le cœur et dans l'esprit des Russes. En fait, avoir attaqué sur Kursk, c'était quand même en fait, une énorme gaffe, quoi. Bon, le lieu de la victoire, etc. Enfin, je ne sais pas comment il fallait d'une ignorance crasse de la société russe pour imaginer que ça ne compterait pas et que ça ne renforcerait pas, au contraire, la réaction de la société russe, celle qu'on ne voulait pas obtenir. Alors bon, euh, je veux dire, bon, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les Allemands sont aujourd'hui très en arrière de la main, c'est que je crois que, tu vois, C'est clair. non, mais alors si on avait, si je veux dire, il y avait trop de présence allemande qui apparaissait à certains endroits, ça ferait réagir très brutalement la société. Tu vois, bon, donc, bon, voilà. Évidemment. Rien que le Kursk, quoi, c'est pas Stalingrad, la bataille de Kursk en 43, mais c'est une victoire défensive qui scelle définitivement Ouais, la Deuxième Guerre mondiale, et puis c'est tout. Donc, pour plein de raisons. Et donc, symboliquement, enfin, me dire, comment peut-on être aussi nul quoi, à certains moments. Alors, en plus, s'imaginer que ça allait ébranler, puisque c'était ça, semble-t-il, l'objectif, ou de garder du territoire pour pouvoir ensuite négocier. Pour négocier, il faut être deux. Non, non, mais alors, je reviens 2 secondes sur la cérémonie de Saint-Pétersbourg. C'était somptueux. Je veux dire, je l'ai vu. Hein, il faisait un temps magnifique, les trois drapeaux immenses de la taille d'un terrain de foot chacun, l'hymne russe qui est un des plus beaux qui soit, qui était, je le rappelle, qui était l'hymne du parti communiste bolchevique. Hein, avant qu'il devienne PCUS, il est devenu PCUS après la Deuxième Guerre mondiale, mais et qui pendant la Deuxième Guerre mondiale est devenu l'hymne de l'URSS, repris par Poutine en changeant les paroles. Euh, donc, c'était extraordinaire. Et ça, c'était totalement calculé. C'est une mise en scène qui est une mise en scène. Je veux dire, je comprends quand on est russe et qu'on voit ça, qu'on a envie de se lever pour reprendre l'hymne national, quoi. ouais, Hein. Donc bon, et ça va être l'occasion que cette réflexion de parler 2 secondes de Vladimir Poutine.
Je partage ton opinion, puis tu es mieux placé que moi pour l'avoir, qu'il n'y a pas eu un plan concerté au départ pour ça. Il y a des forces conjointes, et en particulier le Régiment Immortel, qui est une initiative de la base, tout comme, tout comme le Soldat Inconnu. Français, s'entend, c'est une initiative de la société civile aussi, hein, qui en a été une exigence et qui a été repris ensuite, puisque il y en a il y en a un dont j'ai appris il y a quelques jours d'ailleurs. Il y en a un qui est au monument avec la flamme du sol de soldat inconnu le long des murs du Kremlin, qui est magnifique. Et c'est un soldat qui a été tué dans, je veux dire, la défense de Moscou en décembre 1941. Ce qui a sauvé la Russie. Alors, j'ai une question là concernant le regard de l'opinion russe sur l'Occident. Il y a un occidentalisme qui a toujours existé en Russie, occidentalisme au sens où attirance vers l'Occident avec des effets de balancier en se tournant plutôt vers l'Asie. Euh, Est-ce que moi j'ai le sentiment dans les discussions et les contacts que je peux avoir avec des Russes qu'il y a une forme un peu de mépris maintenant euh, de l'Occident. Globalement, des regrets concernant la situation, mais un petit peu un peu oui, de mépris, disons les choses comme elles sont. Comment en êtes-vous arrivé là, quoi? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a il y a il y a une incompréhension d'abord. En fait, l'incompréhension, c'est comment est-ce que vous vous laissez faire comme ça par les Américains. Donc, c'est un peu ça ce qu'on entend. Enfin, je veux dire, pourquoi vous ne défendez pas vos intérêts, quoi? Pourquoi est-ce que vous défendez pourquoi est-ce que pourquoi vous autodétruisez-vous pour les intérêts américains? Euh, donc, alors, il y a quand même, il reste une dichotomie entre les aspects culturels et les aspects politiques. C'est-à-dire qu'il y a toujours un intérêt pour les aspects culturels. Je veux dire, les Russes n'ont pas oublié l'Italie, ils n'ont pas oublié la France dans ce gazon culturel, par exemple. Ils n'ont pas oublié l'Allemagne dans ses talents d'ingénierie, qu'elle est en train de perdre d'ailleurs, mais ça, c'est un autre débat. Euh, mais euh, alors, par contre, oui, il y a une déception et un mépris pour la classe politique, pour les agissements politiques, je veux dire. Et puis aussi, alors il y a aussi l'aspect, tout cet aspect woke qui là, en fait, commence à détruire l'image culturelle. C'est-à-dire que là, je veux dire, enfin, c'est la représentation. Pour la France, par exemple, je dis, c'est sa représentation officielle. Le- le- les minorités sexuelles, les transsexuels, le wokisme, tout ça, c'est l'expression culturelle française par le gouvernement. Finalement, elle est là. C'est comme ça qu'on met en avant. Je te rappelle la cérémonie des Jeux Olympiques, etc. Donc c'est l'image que nous projetons. Là, évidemment, je commence à entendre la question, mais pourquoi est-ce que vous détruisez votre culture, quoi? C'est quand même nouveau, ça, c'était pas le cas il y a 2 ans, 3 ans, c'était pas le cas. Aujourd'hui, on commence à se demander, mais, vous faites quoi, quoi? Je veux dire, qu'est-ce qui vous prend? Euh, Alors, donc, avant de passer à l'économie, alors, mon cher Daniel, et Dieu sait, c'est un sujet tout à fait essentiel, puisque nous sommes le pays où le ministre de l'économie qui a mis les finances par terre en mentant comme un arracheur de dents, nous avait dit qu'on allait mettre l'économie russe à genoux. Tout, a priori, c'est pas arrivé. J'ai une question relative justement à cette fierté nationale. Euh, alors c'est peut-être un peu tôt, l'utilisation d'orechnik, je crois que c'est fleur de noisette, c'est pas, ou noisetier, hein, qui est un événement géostratégique essentiel.
la dissuasion vient de changer. Je lisais, alors bon, c'est Karaganov qui s'appelle, je crois, on dit qu'il a l'oreille de Poutine. Je trouve qu'il dit parfois quelques bêtises, me semble-t-il, hein, à mon niveau de compétence. Comment ça a été perçu, ça? Parce que c'est un événement extrêmement important et on l'a bien vu chez nous. C'est-à-dire que, par exemple, on avait chez nous la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, dans le dos de Donald Trump, avaient autorisé l'Ukraine à bombarder dans la profondeur. Il y avait eu tout un spectacle qui avait été mis en œuvre. Ils ont pris Oreshnik en représailles et tout s'est calmé. Pour combien de temps? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des dingos. Mais comment ça a été perçu par Alors, l'opinion, si tant est qu'elle ait été, je veux dire, intéressée par ça? ouais, c'est tôt pour le dire. C'est tôt pour le dire, mais également parce qu'il faut reconnaître que c'est un sujet qui est techniquement assez complexe. Alors, en quoi est-ce que ce missile euh, hypersonique change la donne? Il faut rentrer un petit peu quand même dans la technicité du chose. Alors, en quoi, si tu veux, finalement, c'est une arme qui se situe entre la dissuasion nucléaire. Donc c'est une phase finalement, c'est un élément de dissuasion non nucléaire. Bon, alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu vois, par exemple, j'ai entendu un truc ce matin, j'avais pas du tout capté, mais qu'en fait, si on le tire depuis Vladivostok, en fait, on atteint le territoire des États-Unis. Évidemment. Ah, voilà, tu vois, donc j'avais pas imaginé ce genre de choses. Donc voilà, tu vois, donc moi-même, je suis un peu encore, voilà, on dirait en phase d'analyse sur toutes les implications de ce. Bon, en effet, il semblerait qu'à un moment donné, ça a pu réveiller certaines attentions dans les chanceliers occidentales. Je me dis, bah oui, quand même, ils ont là un truc, on ne peut rien faire contre, quoi, donc il faut peut-être qu'on se calme. Mais voilà, donc moi, en tout cas, j'ai pas encore de retour à te faire à ce sujet. Il faudra Alors, l'économie, mon cher Daniel, l'économie, comment va la Russie? Vas-y. Bah, écoute, moi, tout ce que j'entends, c'est que bah, les gens vivent mieux qu'avant, quoi. Tu vois, c'est-à-dire en moyenne, alors, il peut y avoir donc, bon, déjà, je veux dire, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a le plein emploi et que les gens qui auraient des activités, alors, il y a une forme d'instabilité pour certaines personnes, tu vois, c'est-à-dire que, parce que les choses changent très vite. Alors, je te donne un exemple. Quand on a interdit les vols euh, depuis la Russie. Donc à ce moment-là, il s'est ouvert toute une activité à Saint-Pétersbourg de petits minibus, de bus et de minibus entre Saint-Pétersbourg et Helsinki pour aller prendre l'avion. Et donc là, il y a un business florissant. Je me souviens, les conducteurs me disant, ah, je vis vachement mieux qu'avant. Mais tu m'étonnes. Les prix avaient augmenté, et il y avait il y avait beaucoup, beaucoup de clients en plus. Enfin bon, voilà. Donc, c'était un peu le mat de cocaïne d'un coup. Et puis d'un coup, bon, la Finlande a fermé sa frontière. Alors je ne sais pas comment ils sont retombés sur leurs pattes, mais dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ils sont retombés sur leurs pattes. Et On ils ont peut plus recruté. du, attends, excuse-moi, on peut plus du tout passer de Russie et réciproquement Pour le moment, alors, en Finlande. ils ont promis qu'ils allaient la réouvrir en février, la frontière, mais pour le moment, elle est complètement fermée. Je crois qu'il y a un point de passage très haut dans le nord qui reste entrouvert, mais bon, ça c'est absolument non pratique, quoi. C'est-à-dire, donc aujourd'hui, toute la circulation par voie de terre entre la Finlande et la Russie est bloquée. Bon, je pense que ça fait tellement de mal à l'économie finlandaise, parce que toute la région frontalière vivait largement de ça. Si tu comprends, la population de la Finlande, elle est équivalente à la population de l'oblast de Leningrad, c'est la région de Saint-Pétersbourg. Donc tu imagines que quand tu n'as plus de communication, économiquement, c'est une catastrophe, quoi. Bon. Mais comment, Alors, enfin, je veux dire 2 secondes sur la Finlande, comment est-ce que ils ont pu tomber dans ce panneau? Ça fait depuis 45 et ouais, 47, où ils ont, septembre 44 et 47 avec le traité, la neutralité, ils s'en sont très bien tirés, ça se passait bien.
Ils n'ont jamais eu de menace, ils s'en sont créés une, ils ont autorisé à ce qu'on installe des armes nucléaires chez eux, c'est-à-dire meilleur moyen de se faire vitrifier dans les 3 minutes. Ils ont rallongé la frontière de l'OTAN dans des proportions importantes, hein, parce qu'entre la Suède et eux, ça fait 1200 kilomètres Ouais, de frontière en plus à ouais. protéger, et ils ne seront pas protégés s'il y a quoi que ce soit. Non, mais L'OTAN n'a pas les moyens. Enfin, je veux dire, et j'ai vu une déclaration du président finlandais récemment, mais n'importe quoi par rapport aux intérêts de son pays, quoi. Bon, voilà, je pense que bon, d'abord, je pense qu'il faut aller regarder le CV de ces gens-là. Je veux dire, je pense que là, tu découvriras qu'ils sont tous passés par les Young Leaders ou ouais, ça va. quelque chose d'équivalent. Je pense que déjà, bon, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect que l'enseignement d'histoire ayant été détruit dans toute l'Union européenne, quasiment, enfin en tout cas en France, c'est une catastrophe. Puis je pense que c'est un peu pareil dans les différents pays de l'Union européenne, parce que pour faire l'Europe, il faut diminuer les sentiments nationaux. Donc c'est des gens qui n'ont plus le sens de l'histoire. En fait, ce qui est frappant quand tu circules entre les deux côtés, c'est que de plus en plus, euh, en tout cas l'Europe occidentale, c'est probablement moins vrai pour l'Europe orientale, c'est moins vrai pour les- tu vois, je sais pas, la Tchéquie, etc., etc. Mais on a perdu le sens de l'histoire complètement, alors que la Russie a le sens les Russes ont le sens de l'histoire. Bon. Il y a un truc qui est absolument enfin, je veux dire, frappant, c'est de comparer un manuel d'histoire russe aujourd'hui à un manuel d'histoire français, quoi. Alors, un manuel d'histoire français, tu as besoin d'avoir des clips, quoi. Tu vois, t'as 4-5 images de un bout de texte et une question qui est posée. Si tu veux. Je ne sais pas comment est-ce que tu peux construire une continuité avec ce type d'enseignement. Alors que bon, l'enseignement d'histoire en Russie, il est resté traditionnel, quoi. Il est resté classique. Donc et ça, je pense que dans les décisions des nouveaux dirigeants européens qui sont beaucoup plus jeunes qu'avant, bah, tu as affaire à des gens qui ont subi ce type d'enseignement et qui donc, en fait, ne se situent plus dans cet espace historique. Et donc, je pense que ça répondrait à la question de comment est-ce que la Finlande a pu abandonner sa neutralité qui lui avait finalement, qui lui avait tellement servi qu'il avait même sur le plan économique. Non, mais tu as raison, parce que je veux dire, c'est toujours le problème, parce qu'on a une certaine expérience, on a un rapport particulier à l'histoire, donc on se dit, mais comment se fait-il qu'ils aient pas le même que nous? Donc bon, mais tu viens de parler de la Russie, je te dis pas pour la Chine. Oh mon Dieu. Oui, ça, je sais pas. C'est extraordinaire. Je dis non, mais en plus c'est une civilisation bimillénaire brillantissime en plus. Bon, enfin c'est comme ça. Oui, alors revenons à l'économie. Donc plein Oui, donc, emploi, voilà, niveau de l'économie, vie. le niveau de vie est en augmentation. Euh, donc, de ce point de vue-là, et alors, c'est vrai que c'est aussi un point auquel l'État est extrêmement attentif, parce qu'il ne faudrait pas que ça change. Donc là, il y a pour le moment, euh, on augmente on augmente c'est même pas les cadences, mais l'occupation des installations existantes. Là, c'est-à-dire que, par exemple, là, on travaillait en une ou deux équipes, on travaille en trois, c'est-à-dire on passe des 2-8 au 3-8, etc., etc. Donc, on augmente la capacité des installations existantes, mais ça ne va pas suffire, il faut commencer à en fabriquer d'autres. Là se posent effectivement les capacités en termes de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il faut produire, en même temps produire des capacités de production supplémentaires. Donc là, on est quand même sur un aspect qui est tendu, qui explique aussi les tensions inflationnistes, tu vois, qui fait que les taux d'intérêt en Russie sont extrêmement élevés. Donc il y a des défis à surmonter, mais je dirais c'est des défis positifs. Tu vois. C'est comment arriver à produire plus au niveau dont on a besoin, tu vois. Plus que comment relancer une machine qui ralentit.
Et ça, est-ce qu'on le ressent dans la vie de tous les jours? Enfin, je veux dire, c'est bon parce que j'ai vu qu'il y avait une augmentation des rémunérations. Donc, toujours suivre, faut toujours suivre. Là, je m'adresse à nos spectateurs. Faut toujours suivre Jacques Sapir. Oui, Mais voilà, justement, est-ce que ce qui semble être d'abord une croissance que nous, on est bien loin d'avoir, hein, est-ce que, je veux dire, dans la vie des gens, la façon dont ils abordent leur travail, etc., est-ce qu'il y a le sentiment que, justement, il s'est passé quelque chose? Oui, ça, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire le fait d'être dans la vie dans la vie de tous les jours, le fait d'être dans une économie entre guillemets de pénurie de main-d'œuvre? Ça veut dire que les gens qui cherchent des emplois sont favorisés. Alors, ça veut dire par exemple que le gars qui s'emmerde dans son boulot, ben, je veux dire, il se dit à un moment donné, je vais trouver autre chose. Et il trouve. Hein, il trouve quelque chose de mieux payé. Donc là, ça, ça a des impacts concrets sur la qualité de vie, direct. Voilà, direct, instantané. Après, acheter une plus grosse voiture, des choses comme ça prend plus de temps. Tu vois, mais je veux dire, par contre, le jour où tu te dis, j'en ai vraiment plein d'autres de mon boulot, mon chef m'emmerde, ce que je fais m'ennuie et que tu peux retourner sur le marché du travail et en 3 semaines avoir une proposition beaucoup plus intéressante. Tu vois, bon, moi je connais des gens à qui c'est arrivé ça, je veux dire, tu vois, qui ont réussi en fait, à trouver des emplois plus intéressants, mieux rémunérés et substantiellement mieux rémunérés dans des délais très courts, très rapides. Donc voilà, donc oui, évidemment que ça se sent, ça. Et ça compense largement les difficultés. Par exemple, bah, on ne peut plus s'acheter de voitures européennes, on va acheter des voitures chinoises, tu vois, Oui. qui sont aujourd'hui dans la qualité. Aujourd'hui, enfin, bon, apparemment, on commence à voir que bon, les Chinois, ils savent faire, quoi. Tu vois, c'est pas, ah. Bon, donc tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc, alors il y a eu les impacts directs et aux sanctions. C'est que d'un coup, il y a des produits qui ont disparu mais qui sont juste remplacés et voilà, quoi. Et en même temps, bah, il y a un autre aspect aussi, c'est que les investissements, pendant très longtemps, finalement, il était plus intéressant quelque part d'aller investir en bourse à Wall Street que de laisser l'argent dans le pays. En plus, c'était facile de sortir l'argent du pays, quoi. Aujourd'hui, bon, c'est tellement, avoir son argent à l'étranger est devenu quelque chose d'extrêmement risqué, et donc les investissements reviennent en Russie. Tu vois. Donc évidemment, ça a un impact. Évidemment, ça a un impact. Bon, je suis rapide là-dessus parce que Jacques Sapir le dit bien mieux que moi. Je veux dire, il connaît les chiffres, il connaît. Moi, c'est juste, voilà, comment ça va? Non, bah, en fait, on vit plutôt mieux qu'avant. Tu vois, voilà, tu vois, c'est vraiment c'est au niveau de la rue, quoi. Je veux dire, Non, mais c'est ça qui est important parce que bon, les statistiques, les courbes et tout, bon, ok, ce sont les professionnels qui les établissent et ensuite qui les lisent. Mais après, dans la vie de tous les jours, la catastrophe, la décomposition de notre pays, les gens la vivent tous les jours. Ils la oui, vivent tous les jours sur le domaine, dans le domaine de la santé. Ils ont, alors moi, ce sont mes petits-enfants, mais dans le domaine de l'éducation, ils voient la catastrophe. Ils voient la catastrophe dans le fonctionnement de la justice. Alors là, en première ligne, aux premières loges. C'est en train de partir en morceaux. C'est pas de l'effondrement, hein, comme les tours du World Trade Center, c'est une décomposition. Des morceaux, ça part par morceaux, jusqu'au moment où on aura retiré tellement de briques dans le mur qu'il va s'effondrer. Mais ça, on le vit, on le ressent. Quiconque circule dans Paris mesure ce qui est en train de se produire. Donc, la vie de tous les jours est lourdement impactée par ça. Alors, je parle même pas de l'Allemagne. Moi, j'ai un copain qui me racontait qu'il avait été dans sa famille en Allemagne, dans un quartier plutôt aisé, et donc il a été surpris quand l'hiver arrivait qu'il y ait très peu de fenêtres allumées, de lumière allumée. Et on lui a expliqué, c'est que les gens, couche moyenne supérieure, faisaient des économies.
c'est-à-dire ne pouvaient plus et se rassembler dans une seule pièce. Bon, eux, ça va être catastrophique parce que dans 2 ans, dans 3 ans, euh, ce sera plus que de le ressentir. Hein, ce sera véritablement être dans des situations qui pourront s'avérer dramatiques. Si tu veux, mais oui, mais là, enfin, donc là, si tu veux, là, tu évoques les infrastructures. Alors, ça prend un peu plus de temps parce que c'est des projets longs, quoi, tu vois. Je te donne un exemple parce que ça, c'est un domaine que je connais pas mal. Mais bon, comme le matériel Siemens qui était utilisé pour les trains rapides en Russie, bah, maintenant, il va être retiré, tu vois, parce qu'en fait, à cause des sanctions. Donc, la Russie a lancé son propre projet. Et donc, là, le projet, c'est une rame qui, elle, aura une vitesse d'exploitation de 400 km à l'heure. Bon, donc ça va être mis en service, je ne sais pas quand, j'ai plus le chiffre en tête. Puis bon, on est au début du projet, donc euh, les dates qu'on donne aujourd'hui ne sont pas forcément les dates qui seront retenues. Ça, je ne sais pas, il faut voir. Bon, encore qu'il y a un certain nombre de réalisations en Russie qui ont été faites dans les délais, avec des délais extrêmement courts. Le pont Crimée, par exemple. Enfin, bon, donc, il y a des choses qui se font très très vite et très bien. Là, bon, il y a quand même un certain nombre de défis à surmonter, des défis techniques, s'entend. Mais donc ça aussi, tu vois, je veux dire, puis, tu vois, tu descends dans le métro en Russie, je veux dire, tu t'y sens à l'aise, c'est propre, c'est beau, il y a pas de, tu trouves pas des clochards allongés tous les 10 mètres, etc., etc. Là, c'est pas une caricature, c'est ce qu'on vit dans les villes françaises aujourd'hui. Bon, tu vois, il y a tout un tas de tout ce genre de petits détails, donc c'est un peu difficile de les, mais finalement qui sont aujourd'hui moins surprenants, parce qu'en fait, c'est à partir de 2005-2006 que le début de la remise en état des infrastructures a commencé. Et donc, bon, finalement, on s'est habitué à voir les choses de mieux en mieux entretenues, améliorées, etc., quoi, tu vois, je veux dire, je ne te parle pas également de tous des services numériques où toutes les communications, toutes les documents, etc., avec l'État, c'est pas une seule application pour tout faire, tu vois. Je veux dire, donc tu as un portail, et tu règles à peu près tous tes problèmes sur ce portail. Tu as, t'as aussi des centres multifonctions qui font que si tu as besoin de rencontrer quelqu'un physiquement, ça se fait. Il y a des centres dans toutes les régions, dans tous les districts des villes, etc. Donc, je veux dire, tu vois, c'est près de chez toi. Enfin, bon, il y a énormément de choses comme ça qui ont été améliorées, qui continuent à s'améliorer. Donc, les conditions de vie, la manière dont tu règles des problèmes au quotidien, voilà, ça s'améliore, ça s'améliore et ça s'améliore vite. Ça Ça, devient c'est assez mais impressionnant. ça- Alors, mais c'est pas forcément lié qu'à la guerre, hein, parce que ça avait commencé avant. Ça avait commencé avant. Donc là, ça s'accélère parce que l'économie marche très bien, mais ça avait ça, commencé avant. c'est quand même extraordinaire. C'est pas une économie de guerre, c'est une économie d'un pays en guerre. Et Oui, moyennant quoi, oui, c'est une locomotive qui semble tirer l'attelage. Et donc, en face, on a le contraire. Faut être clair, avec une situation politique qui est celle de la crise permanente chez nous, mais c'est pareil ailleurs. L'Allemagne va au-devant de gros soucis, puisque ils vont retourner devant les urnes. Et je me limite à ceux qu'on présentait comme les deux locomotives de l'Europe. Non, non, c'est assez terrible. En plus, on voit tout. On voit tout sur les réseaux, on voit tout sur YouTube, sur Telegram, on voit ça en vidéo. Le spectacle des villes chinoises et des villes russes, oui. c'est 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 considérable. Mais bon, tu as dit une chose importante, on nous a déracinés. Et donc, voilà, quoi. On n'a plus on n'a plus les moyens d'avoir une identité commune homogène. Et je crains que ce soit difficile. Alors, Emmanuel Todd dit que ce qui nous préserve, il n'a pas dit protéger, se préserve, c'est qu'on a une conception ancienne de l'universalisme, de la citoyenneté, qui fait que, bon, pour l'instant, ça tient encore, il y a une communauté nationale, mais il dit que en Grande-Bretagne, c'est fini.
C'est fini. Même Angleterre, c'est terminé. Que il n'y a plus que juxtaposer des communautés qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas, et c'est quand même assez terrible. Bon, mon cher Daniel, je pense que c'était important d'aller faire un tour au-delà du rideau de fer, mon cher. Hein. Mais merci de ta Le nouveau disponibilité. rideau de fer, comme je Hein. dis. Je vais te renvoyer à ton boulot et donc dire à nos amis à très bientôt. On continue à essayer de comprendre ce qui se passe dans comment dire, dans un système, dans un dispositif qui essaye de nous empêcher de comprendre. Bon, alors c'est la réinformation. On va continuer. À bientôt. Bientôt.